Alors, comme ça il paraît que je vous manque. Bon, bah oui, hein, forcément, ça faisait super longtemps. Je suis toujours vivante. Ouais, bon. Alors, je pourrais me trouver des excuses, m'occuper des enfants, le travail et tout. Oui, il y a tout ça. Mais je crois que j'avais besoin de faire une pause. J'avais besoin de prendre du temps pour moi, c'est des choses qui arrivent. Là, voilà, un gros contre-coup, tout ça, après tout ce qui m'est arrivé, enfin, ce qui nous est arrivé. Donc du coup, bah ouais, j'étais plus là, je suis désolée. Mais hier au collège, et c'est pas la première fois, mais hier au collège, j'ai plusieurs élèves, et pourtant ils s'étaient pas concertés, qui m'ont dit mais madame, vous répondez pas à nos questions, nous on aimerait bien que vous refassiez des vidéos et tout. J'en ai une qui m'a dit que j'ai en 6e, qui m'a dit qu'avec sa grande sœur, qui maintenant est au lycée, bah, et qui est une de mes anciennes élèves, elle regardait tout le temps mes vidéos ensemble et que bon, ça leur manquait un peu. Alors du coup ça m'a fait mon petit cœur. Et je me suis dit, bon allez Marie, tu te motives maintenant, c'est bon, ça suffit. En plus j'en ai des questions, le pire. Mais j'y arrivais pas, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de cuisiner, dessiner, créer, voilà quoi. J'avais pas envie de... Je suis désolée. Bon, et du coup, j'allais pas me contraindre, parce que comme c'est pas quand même mon activité professionnelle première, et ben voilà, j'ai préféré attendre le moment où je le sentais. Bah là, je le sens. Alors du coup, nous allons découvrir ensemble les questions qu'on me pose, et puis bah c'est parti pour une FAQ, hein, du coup. Alors, première question. Une question de Mariam, qui me demande, c'est quoi un biologiste? Alors, je me rappelle que, voilà, faut pas que je me mette trop près en fait. C'est quoi un biologiste? Alors Mariam, un biologiste, c'est un individu qui a fait probablement des études de biologie et qui est un spécialiste de la biologie. Alors un biologiste, il peut avoir différents domaines d'activité, il peut être soit enseignant, soit chercheur, soit ingénieur, etc. Mais à la base, biologiste, c'est un terme global qu'on utilise pour dire une personne dont la spécialité d'études et de travail, c'est la biologie. Alors ça peut être la biologie marine, ça peut être un tas de choses, l'écologie, ça peut être tout un tas de spécialités. C'est son métier. Soit il l'enseigne, soit il fait de la recherche, encore une fois, bon bref. Voilà ce que c'est qu'un biologiste. Ensuite, autre question. Ah bah toujours Mariam, petit ton. Bah alors, Mariam qui est une élève de 6e. Ah, elle est dure celle-là. Bon, alors je sais pas si vous allez voir parce qu'elle a écrit au crayon à papier. Alors, par contre, quel dommage de gâcher tout ça. Faites des petits bouts, puis comme ça vous les réutiliserez une prochaine fois. Bon, bref. Question, c'est quoi la classification phylogénétique? Oui, un terme bien pompeux. Alors effectivement, ça c'est ma faute. C'est un terme que j'ai utilisé en classe et dans une séance, en titre de séance, en mots-clés quoi. Et en fait, on a pratiqué la classification phylogénétique, mais je me suis pas attardée sur qu'est-ce que c'est exactement. J'ai dit c'est un terme un peu compliqué pour décrire ce qu'on va faire. La classification phylogénétique des êtres vivants, alors c'est super dur à résumer, mais c'est une méthode qui permet de classer les espèces vivantes, d'accord? Bon, comme le fait l'humain depuis très longtemps, hein, je vous ai expliqué en classe, les humains ils aiment bien catégoriser les choses, ils aiment bien regrouper les choses entre elles. On a retrouvé des classifications de coquillages conservés dans des grottes préhistoriques, etc. Donc déjà, à cette époque-là, ils s'amusaient à faire des tris, des classements et tout. Sauf que la particularité de cette classification-là, c'est que elle regroupe entre eux des êtres vivants qui possèdent les mêmes attributs. C'est-à-dire qu'on va mettre entre eux, par exemple, tous les animaux, par exemple, qui possèdent un gésier. C'est-à-dire, c'est une poche qui permet de broyer les grains. Bon, bref, c'est les oiseaux, les dinosaures et compagnie. Mais on ne va pas regrouper entre eux les animaux qui ne possèdent pas quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? À une époque, on faisait ça, et c'est de là que vient notamment le terme d'invertébrés. On classait ensemble tous les animaux qui n'avaient pas de squelette interne. Ce qui fait qu'on regroupait entre eux un tas d'animaux qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Donc le principe de la classification phylogénétique, c'est qu'on fait des regroupements basés sur des caractéristiques physiques, des attributs physiques, et on ne regroupe entre eux que les êtres vivants qui possèdent un attribut, pas ceux qui ne le possèdent pas. Voilà. Bon, il y a eu plein d'autres types de classifications.
Notamment on en a parlé en classe, hein, les classifications utilitaires, c'est-à-dire on regroupe ensemble toutes les plantes comestibles, ou alors les classifications écologiques, on regroupe ensemble tous les animaux qui vivent dans tel habitat. Bon, voilà. Alors ça ne reflète pas les liens de parenté entre les êtres vivants. Or le but de la classification, c'est quand même ça, c'est de comprendre qui dérive de qui est l'ancêtre de quoi, etc. Donc essayer de comprendre comment la vie s'est forgée, s'est ramifiée au fil du temps. Voilà, donc c'est ça, la classification phylogénétique. J'espère que c'était clair. C'est pas évident à expliquer, hein. C'était dur comme question, ça. Hein. Question suivante. La vidéo risque de ne pas être méga longue. Hein. On verra. Je vais peut-être pas faire un montage de dingo. Je vous cache pas, pour un retour, je vais faire un truc simple. Et je pense qu'à l'avenir, je vais essayer de faire des trucs plus simples. Peut-être moins chiadés, mais être plus régulière. Je ne m'engage à rien. Vous me connaissez maintenant. Alors... question de Loelia. Alors par contre je vais cacher son nom de famille et sa classe. Enfin c'est une élève de 4e. Pour ça je peux mettre sa classe, c'est pas un problème. Loelia qui me demande, est-ce que c'est dangereux pour les chats de boire du lait? Et oui, on a souvent, enfin vous avez déjà entendu ça. Hein. Alors on sait que les chats, naturellement, la plupart des chats en tout cas, adorent les produits laitiers, le lait, le beurre, le fromage, etc., le yaourt, je suis pas sûre. Peut-être un peu fadasse pour eux, mais bon. Ils ont un attrait pour ça. Du coup, on se dit, bah, s'ils y vont, c'est que c'est bon pour eux. Sauf que, non. Je me rappelle de mon premier chat qui s'était tapé une plaquette de beurre, autant vous dire que la diarrhée après, ça a été monumental. Mais ils ont cette appétence, effectivement, pour ces produits-là, mais le problème dans les produits laitiers, c'est deux choses. C'est le sucre du lait qui est le lactose et c'est les protéines du lait. Les chats, à peu près la moitié de la population de chats, européens en tout cas, en Occident, à dire, ont tendance à être allergiques, soit aux protéines, soit au sucre du lait, soit aux deux. Et le problème d'une allergie, c'est que quand on consomme le produit auquel on est allergique, ça se manifeste notamment chez les chats par des gros troubles gastriques qui peuvent être très graves. Ça peut aussi développer des troubles urinaires, bon bref. Donc c'est pas parce que votre chat va vers les produits laitiers qu'il faut le laisser faire forcément. Après, il y a aussi des chats qui le tolèrent très bien. Le problème c'est de savoir si son chat est allergique ou pas. Alors moi perso, j'ai pas envie de faire l'essai avec le mien. Et puis surtout, au-delà de ça, je vous rappelle que le chat est un mammifère, au même titre que nous. Et dans la nature, les félins, les mammifères, à partir du moment où ils sont sevrés, c'est-à-dire chez le chat, ça doit être, 6 mois, même un peu moins, ils diversifient leur alimentation et puis ils arrêtent de téter leur mère, ils arrêtent de consommer des produits laitiers. Donc, du coup, est-ce que c'est bien pertinent de leur enfiler? Je suis pas sûre, moi. Hein. Et puis la question pourrait se poser pour les humains aussi. Il y a énormément de gens qui sont intolérants aux produits laitiers. C'est peut-être pour une bonne raison. Peut-être qu'on n'est pas censé en manger après. Alors moi je vous dis ça, j'adore ça. Moi j'ai pas de problème à les digérer, mais bon. Donc après, alors dans le fromage par exemple, il y a quand même moins de lactose que dans le lait. Mais il y a de la protéine de lait, donc si votre chat est allergique, vous risquez pas de l'intoxiquer, mais de le rendre malade. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il existe des laits maternisés pour chats, etc., qui sont appauvris en lactose. Donc bon, qui sont moins néfastes, qui sont spéciales pour les chats, mais c'est plus spécial chaton, quoi. C'est pas pour les adultes. Hein. Voilà, donc il y a pas, voilà, c'est dangereux si votre chat est intolérant ou allergique aux protéines ou au sucre du lait. Voilà la réponse. Question suivante. À quoi va nous servir les SVT dans notre vie? Ah, j'avais déjà répondu à ça. Pour moi, à rien, mais apparemment, ça pourrait nous servir. Donc, pareil. Alors, c'est Leïna en 6ème 5 qui me dit quand même merci, Madame Prévost. Alors, je vais cacher son nom à nouveau. Voilà. Donc, pour moi, ça sert à rien, mais bon, il paraît que ça sert. Attendez, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc c'est trop mignon, ça. Oui, alors moi je suis convaincue du fait que ça serve à quelque chose, hein, parce que les SVT c'est pas juste apprendre à reconnaître les animaux, ce qui en soi est déjà intéressant, mais c'est tout un tas de choses, ça touche à tout un tas de sphères du vivant. Or nous sommes vivants, nous vivons
entourés d'êtres vivants. Nous sommes des organismes qui appartenent à un immense écosystème qui est la Terre. Nous avons besoin de savoir comment nous fonctionnons, donc ça c'est tout l'aspect physiologie humaine, etc. Donc tout ce qui est apprendre à comprendre son corps, comment il fonctionne, le soigner, avoir les bons comportements pour pas le foutre en l'air hein, et mourir trop jeune. Apprendre à sauvegarder notre planète, comprendre comment fonctionne un animal, c'est comprendre comment l'aider, éventuellement, comment le préserver. Pour un tas de raisons, ce me semble extrêmement utile. Et comme je le disais la première fois que j'ai répondu à cette question, si on va juste sur l'aspect santé, regardez la crise du Covid et regardez toutes les bêtises qui ont été racontées. Parce que des gens, peut-être, auraient peut-être dû mieux écouter en SVT à ce moment-là. Bon, ça permet de... Mais même, plus tard, si vous avez des enfants, bien les soigner. Si vous avez un animal, avoir 2-3 bases sur comment il fonctionne, et puis bien vous en occuper. Pas faire de bêtises écologiques. Là, il y a tout un tas de choses. Et puis après, il y a tout le pan de la géologie et de l'étude des écosystèmes qui est fondamental aussi pour vivre en tant qu'être vivant appartenant à notre monde. Et préserver son monde et le comprendre, ça me semble... je sais même pas comment le justifier, mais ça me semble évident que c'est indispensable. Un peu vague comme réponse, mais bon, j'espère que ça vous aura répondu. Si ce n'était pas le cas, évidemment, venez me voir en classe et je répondrai davantage à la question. Je regarde... Oh oui, ça va être une toute petite vidéo. Une toute petite vidéo. Mais écoutez, c'est très bien. Alors, question suivante, après une petite interruption. Désolée. Une question de Yorine en 6ème 2. Alors pareil, je vais cacher son nom. Oula, c'est un énorme papier, je sais pas comment je vais faire. Mais les abeilles mâles servent à quoi dans la ruche? Bah oui, excellente question Yorine. Donc, je vous montre. Si vous allez voir quoi que ce soit. Bon, bref. Excellente question Yorine. Oui, parce qu'on a fait un cours sur les abeilles en 6ème et sur la pollinisation. Et effectivement, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait la reine, femelle, il y avait les ouvrières, femelles, mais ils sont où les mâles? Donc les mâles abeilles, qu'on appelle également faux bourdons, sont produits d'une manière tout à fait particulière. En fait, je vous explique. Les abeilles sont capables de faire un truc, enfin la reine est capable de faire un truc. Elle est douée de ce qu'on appelle la parthénogénèse. C'est-à-dire qu'elle est capable de pondre des œufs sans avoir été fécondée, et ces œufs, naturellement, se développent en mâles. D'accord, en faux bourdon. Donc, régulièrement, pour assurer le renouveau de la colonie, le brassage génétique de la colonie, la reine pond quelques œufs, alors je ne sais pas exactement combien, qui vont se développer en mâles, faux bourdon, et ces mâles n'auront pour seul but que de la féconder. C'est-à-dire de faire une vraie reproduction croisée mâle-femelle, et donc de brasser un petit peu les gènes, de renouveler le stock génétique de la ruche. Alors, il n'y a pas que les mâles qu'elle produit qui peuvent la féconder, il y a aussi des mâles d'autres essaims qui peuvent venir féconder une reine. Alors, ça se passe pendant une sorte de palais nuptial pas possible, c'est en vol que ça se produit. Je me rappelle que la reine, à ce moment-là, sort de la ruche, donc c'est quand même assez rare pour être souligné. Elle vole très 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 haut, les faux bourdons la suivent, d'accord, la féconde en vol, et plusieurs faux bourdons vont la féconder, et elle va remplir ce qu'on appelle une spermathèque. C'est une sorte de poche qu'elle a dans le corps, et qui peut se remplir de sperme, de différents mâles. Les faux bourdons, à ce moment-là, après l'accouplement, meurent, parce que leur appareil reproducteur qu'ils ont inséré dans la femelle s'arrache. Reste dans le corps de la femelle, et du coup le faux bourdon meurt littéralement. Donc il est né pour vivre quelques jours, même pas, enfin quelques secondes, quelques minutes, se reproduire avec la reine et terminato finito. Et donc la reine ensuite revient à la ruche, utilise entre guillemets ces spermatozoïdes, je crois que c'est plus de 6 millions de spermatozoïdes qu'elle stocke, et régulièrement ça lui permet de se féconder, de féconder ses ovules, et de pondre des œufs qui donneront, eux, des ouvrières. Voilà, qui seront des femelles et qui bosseront pour elles. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les mâles, en fait, clairement dans la ruche, ils ne servent qu'à la reproduction avec la reine. Pas avec les ouvrières, rien du tout. C'est très ponctuel. Alors je ne sais pas si ça a lieu tous les ans exactement, ou si c'est moins régulier que ça.
là, pour le coup, question à creuser, je suis pas spécialiste, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc vraiment, une société matriarcale, dans le plus pur... Eh ben, j'arrive pas à finir cette phrase. Bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Non, personne n'a vu. Enfin, c'est une vraie société matriarcale et les mâles servent ponctuellement. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que j'ai pas dit des bêtises là sur ce... Je vais quand même vérifier, éventuellement je ferai un disclaimer dans la prochaine vidéo. Car il y en aura une, je vous promets. Non, mais ça m'a touché que les élèves me disent « Oh non, ça nous manque, c'est dommage, machin, tout ça. » Bah franchement, vous êtes trop mimes, et vous avez bien raison. Elle était bien cette chaîne, je vais pas m'arrêter quand même, ce serait trop dommage. Donc écoutez, je m'engage à rien. Hein. J'ai fait le tour de mes questions, là. Mais ça m'a fait plaisir de vous reprendre, même très brièvement. Ça m'évitera de faire des logorées comme d'habitude. Et rappelez-vous la tradition, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Alors évidemment, je fais pas coucou qu'aux élèves, hein, je fais coucou à tout le monde, pardon. Il n'y a pas que des élèves qui me suivent et vous m'avez manqué. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ça se trouve, j'ai plus aucun abonné. Attendez, le mot de la fin, évidemment. Et pour ça, hop, je sors la tasse de Monsieur Robert que j'ai depuis très longtemps. Monsieur Robert, c'est la dernière. Là, on a un problème. Alors, je sais que vous avez eu plein de commandes de céramique pour Noël, que probablement la prochaine vidéo, je n'aurai pas de nouvelles tasses, mais quand même, je tiens à le signaler. Donc, je la découvre en même temps que vous, je regarde pas. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout déjà, force à vous, merci d'être là. Je sens que je vais être coupée. Non, ça va aller. Allez, 16 minutes, ça va aller. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci. Et mettez du coup en commentaire. Est-ce que c'est dans le bon sens? Ah. Attendez, faut que je lise, j'y arrive pas à l'envers. Sylve. Alors, je connais Sylvain, Sylvestre, mais Sylve. C'est un nom de plante? C'est quoi ça, Monsieur Robert? Ah bah, Monsieur Robert nous le dira dans les commentaires, dites. Quand même. Sylve. Alors, Sylvain, c'est la forêt, hein. Sylve, Sylvius, tout ça, Sylvia. C'est la forêt. Oh, bah oui. Ah, mais oui, parce que regardez, il y a des petits personnages, il y a des petits Sylvains de la forêt avec leurs arbres. Oh non, mais c'est à nouveau une création magnifique. Merci, Monsieur Robert. Mais j'en veux d'autres. Je les veux tous. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est très modeste et que vous m'entendrez juste parler. Mais voilà, sachez que vous m'avez manqué et que je vais essayer de revenir plus régulièrement. Je vous embrasse, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants. Ciao!